Bonjour à tous. Jeux de la francophonie 2017 à Abidjan, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage, a lancé les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures qui vont abriter l'événement. Ségolène Royal en Côte d'Ivoire pour préparer la mise en œuvre des résolutions de la COP 21. La ministre française de l'Environnement est depuis hier à Abidjan. Elle a animé avec le ministre de l'Environnement ivoirien un panel sur l'après-COP 21. Et puis en sport, le congrès extraordinaire électif de la FIFA s'est ouvert ce vendredi matin en Suisse. Le nouveau président sera élu cet après-midi. 207 fédérations vont départager les 5 candidats en lice. Vendredi 26 février, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le journal. Abidjan va abriter en 2017 les 8e Jeux de la francophonie. Les choses se préparent. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du comité de pilotage, a lancé les travaux pour la construction et la réhabilitation des infrastructures qui vont abriter l'événement. Thomas Guessambi. Le temps presse, il faut aller vite et surtout bien. C'est donc au pas de course que Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre ivoirien, procède officiellement au lancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures, devra accueillir les prochains Jeux de la francophonie prévus en juillet 2017 à Abidjan. Au parc des sports de Treichville, il est prévu la construction d'une salle de tennis de table. Par son coup de pioche, les travaux sont ainsi lancés. Toujours dans la même commune, mais au Canal aux Bois, il est prévu un autre ouvrage pour l'événement. Après s'être expliqué les détails des travaux, le chef du gouvernement peut donner ici aussi le premier coup de pioche, gage d'un top départ. Autre lieu, autre décor, mais toujours la même dynamique. L'esplanade du stade Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Plateau. Devant de nombreux invités, dont les membres du comité d'organisation de ces 8e Jeux. Et la délégation du Comité international des Jeux, Daniel Kablan-Duncan, s'est voulu rassurant au nom du président de la République, au nom du gouvernement dont il est le chef, quant au respect des engagements pris par la Côte d'Ivoire pour accueillir des Jeux inoubliables. En lançant ces travaux ce jour, nous donnons donc une marge de garantie pour être en mesure de les livrer au plus tard fin décembre 2016. Et les fédérations internationales sportives auront ainsi 3 mois pour les homologuer avant le début effectif des Jeux. Le président de la République et le gouvernement veulent ainsi réaffirmer la détermination de la Côte d'Ivoire à respecter et tenir ses engagements en réussissant l'organisation de cet important rassemblement de la jeunesse francophone. Et cet autre coup de pioche pour ouvrir ce chantier. Il y en aura 15 au total pour abriter les 8e Jeux de la francophonie. Et le Premier ministre a procédé à un autre lancement hier. Il s'agit des festivités marquant la Journée internationale de la femme. Elle est célébrée le 8 mars, mais c'est toute une série d'activités qui l'entourent. Le thème central, l'autonomisation de la femme, défis et enjeux pour la prospérité de la famille. Christelle Mena. Cette cérémonie de lancement laisse augurer d'un prochain 8 mars mémorable. Le ton est donné. L'édition 2016 de la Journée internationale de la femme est ainsi lancée. Membres du gouvernement et Premier ministre, poètes ou mannequins d'un jour, tous mobilisés autour du thème autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Je vous vois, mesdames. Je vous sens tout aussi engagées, belles fleurs épanouies, courageuses, intelligentes et surtout déterminées. À cet égard, il me plaît de rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a régulièrement donné des signaux forts sur sa volonté marquée de promouvoir la femme et d'aider à son épanouissement. De même, il a clairement défini la promotion de la jeunesse et de la femme comme le 4e axe prioritaire de son action
et du programme gouvernemental sur la période 2016-2020. Elle signe là sa première grande sortie officielle et pour Euphrasie Yao, la Journée internationale de la femme est une occasion exceptionnelle de magnifier la femme. Ce thème national permettra à notre pays de mener une réflexion profonde sur les stratégies à mettre en œuvre et surtout les actions à mener pour créer des conditions idoines pour la réalisation du potentiel des femmes. Rien de durable, rien de solide dans la société ne peut se réaliser sans la participation des hommes et des femmes ensemble, main dans la main, dans un nouveau contrat social. C'est pourquoi nous allons aller tout doucement et sûrement jusqu'à la parité 50-50, 50-50. En plus des activités éclatées sur tout le territoire, 2 temps forts marqueront les célébrations. La cérémonie officielle en présence du président de la République et le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin les 4 et 5 mars prochains. Thème du forum, le succès façon femme. Le moment est... Et ce moment, c'est... Le directeur du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre-Est à Abidjan, c'est sur le sol ivoirien que l'ONG internationale a procédé au lancement régional de son rapport annuel 2015-2016. Alioune Tine a échangé avec le président de l'hémicycle ivoirien sur la question des droits de l'homme, Théodore Zouzou et Michel Digré. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est fortement améliorée ces dernières années. C'est le constat fait par Alioune Tine, directeur du bureau régional de Amnesty International. Des avancées matérialisées par la ratification de traités internationaux en la matière par le gouvernement ivoirien. Sur la proposition aussi pour que la Côte d'Ivoire puisse signer certaines conventions internationales pour renforcer la protection des droits de l'homme, comme ce qui a été fait, par exemple, avec l'abolition de la peine de mort. Nous nous sommes réjouis de cette fantastique décision du gouvernement de Côte d'Ivoire, l'abolition de la peine de mort. Après les échanges qu'il a eus avec Guillaume Soro, président du Parlement ivoirien, Alioune Tine dit être satisfait de l'engagement des autorités ivoiriennes pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays au-delà des progrès réalisés. Le président de l'Assemblée nationale, ses collaborateurs sont disposés à avoir les requêtes, les recommandations pour améliorer le système des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire. La deuxième audience a été consacrée à son Excellence Mohamed Farouk Hamzaoui, ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire. Avec lui, il s'est agi de coopération ivoiro-égyptienne dans les domaines politiques, économiques, culturels et parlementaires. Selon le rapport annuel de Amnesty International, la Côte d'Ivoire a fait des progrès en matière de droits humains, avec notamment la suppression de la peine de mort. Mais des efforts restent à faire en matière de liberté publique. Moussa Koulibaly, Sidonie Davila. Ce rapport 2015-2016 d'Amnesty International prévient. Les gouvernements doivent mettre un terme aux attaques contre les droits humains. En Afrique de l'Ouest et du Centre, la sécurité et la liberté de millions de personnes ont été mises en danger au cours de l'année 2015 à cause des violences des groupes armés et du terrorisme. Cette année, pour le lancement du rapport annuel régional, l'ONG a porté son choix sur la Côte d'Ivoire grâce aux avancées notables en matière de droits humains. Cette marque de confiance dénote que nous sommes sur la bonne voie. Cela nous appelle à la remobilisation dans notre dynamisme contre les injustices et les violations des droits humains. Le point fort, c'est concernant la peine de mort. Effectivement, en Côte d'Ivoire, la Constitution de 2000 a aboli la peine de mort, mais elle existait encore dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Et Dieu merci, le Parlement a approuvé à l'unanimité 2 projets visant à supprimer la peine de mort du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré ces progrès, Amnesty International encourage le gouvernement à plus d'efforts dans le domaine de la justice nationale. Autre point évoqué par l'ONG, l'impunité en Afrique. C'est quand même notre talon d'Achille ici en Afrique. En 2015, elle a encore empêché les victimes de connaître la vérité et d'obtenir la justice et a favorisé l'instabilité et la violence.
Cette année ne sera pas seulement l'année africaine des droits de l'homme. Amnesty International célébrera aussi le 35e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine et le 30e anniversaire de son entrée en vigueur. L'ONG soufflera également la 10e bougie de la création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La nouvelle présidente de la COP21, ministre française de l'Environnement, est depuis hier à Abidjan. Ségolène Royal doit travailler avec les autorités ivoiriennes sur le développement des énergies renouvelables en Afrique. Elle a animé avec le ministre de l'Environnement ivoirien un panel sur l'après-COP21, la mise en œuvre des résolutions de la conférence. Hamza Diaby. La 21e conférence sur le climat à Paris a pris fin le 11 décembre dernier. Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, est depuis le 17 février 2016 la présidente de la COP21. Elle a entamé une tournée africaine pour parler développement des énergies renouvelables sur le continent et la mise en œuvre pratique des résolutions de la conférence. Elle est en Côte d'Ivoire depuis hier soir. Alors, je suis à Abidjan parce que je suis venue voir les plus hautes autorités, le ministre, le président, parce qu'ils nous ont beaucoup soutenus. Ils ont beaucoup soutenu la France pour réussir la conférence de Paris sur le climat. Et maintenant, j'ai besoin encore de la Côte d'Ivoire et des pays africains pour qu'ils m'aident à réussir la présidence de la COP21 et notamment à traduire de façon concrète les engagements qui ont été pris à Paris et notamment l'initiative sur les énergies renouvelables. Ségolène Royal et Rémi Alakwadio ont échangé sur tous les projets d'énergie renouvelable, les projets du ministre ivoirien sur la biomasse, la lutte contre la déforestation, l'utilisation de l'énergie solaire, l'efficacité énergétique, la reconquête de la nature en ville, sans oublier le financement promis aux pays africains à l'issue de la COP21. Je rencontre demain la Banque africaine de développement, la Banque mondiale. Il y a aussi les coopérations bilatérales, parce que la France, par l'Agence française de développement, apporte des moyens importants. Et il faut que ces moyens soient apportés là où les pays ont choisi les projets. Et moi, je constate qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a des projets extraordinaires qui correspondent parfaitement à l'accord de Paris sur le climat. Et je voudrais de toutes mes forces aider au financement des projets, à la réalisation de ces projets, à l'arrivée des entreprises, pour que les emplois soient créés ici et qu'en même temps, on lutte contre le réchauffement climatique. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable salue la démarche de la ministre française. Tout ce qui a été mis dans les accords de Paris, en termes de financement, en termes de renforcement des capacités, en termes de transfert de technologie, tout cela sera respecté. Et je crois que la visite de Madame la Présidente de la COP vient confirmer cette excellente expression que nous avons eue au niveau de la COP21 à Paris. Développement durable et émergence de l'Afrique, cette œuvre coécrite par Rémi Alakwadio, Babacar Cissé et Luc Joël Grégoire a été remise à la ministre Ségolène Royal. Et qui dit sauvegarde de l'environnement parle également de la mer. Les marins chargés de la surveillance des eaux territoriales travaillent de jour comme de nuit. Ils font des patrouilles sur la lagune et sur la mer afin de traquer les trafiquants et autres contrebandiers. Sidonie Davila nous embarque avec ses marins pour une patrouille de nuit. 19h30, l'alarme se déclenche. Des hommes se mettent en branle, il est l'heure d'embarquer. La navette Komoé, c'est elle qui servira à la patrouille cette nuit. Avant de s'éloigner de la base, vérification de l'équipement. L'essentiel du dispositif est dissimulé à l'intérieur de la navette, loin de l'objectif de la caméra. Le premier maître Adama Diomandé, chef de la sécurité de la flottille, conduira l'équipe diligentée pour cette mission. C'est avec lui que notre équipe de reportage va s'entretenir tout au long de la patrouille. Nos échanges seront souvent interrompus par des appels radio. Oui, Mamba, écoute. On va pêcher une pirogue vers le port là. 4,90 à l'abordage, c'est vérifier le contenu. Deux autres navettes accompagnent le Komoé. Sur le théâtre des opérations, une ambiance quelque peu tendue. Ces hommes aux mines graves guettent ainsi le moindre geste ou mouvement suspect. On peut tomber de manière inopinée sur des situations désagréables et on les traite en tant que tels. On ne va pas tout dévoiler ici, on prend le maximum de précautions.
Sur les eaux ivoiriennes, les menaces sont présentes de jour comme de nuit. La piraterie maritime, la pêche illicite et autres trafics de tout genre. Les fusiliers marins ne veulent pas baisser la garde. Ils entendent identifier des fauteurs de troubles et comprendre leurs intentions. Une tâche à la fois exaltante et difficile. À chaque patrouille, tous les endroits clés ou dangereux sont passés au peigne fin. C'est un endroit qui est beaucoup surveillé. Le fait que ça existe entre la CIE et la zone 4, quelqu'un peut quitter directement en mer, venir ici, entrer ici avec tout ce qu'il veut comme arme. Les grandes canalisations de Massi, Makori, Briti, Bobo atterrissent ici. Donc vous voyez déjà ça sent. C'est un endroit également qui intéresse le ministère de l'Environnement, qui de temps en temps vient faire des prélèvements pour mesurer le degré de pollution. Après environ 3 heures de patrouille sans incident, l'on peut envisager le retour. Toutes les missions n'ont souvent pas été aussi aisées. Il y a des gens qui préfèrent affronter la mort plutôt que de nous attendre. Il y a des gens qui abandonnent leur embarcation, leur bateau en pleine mer et s'y jettent à l'eau. 22h30, fin de la mission. Mais pas tout à fait. Il faut faire le point avec toute l'équipe une fois à terre. On n'a pas eu à trop travailler parce qu'on n'a pas rencontré de trafiquants. Vous pouvez vous reposer. On se prépare pour les prochaines missions. La superficie de l'espace maritime ivoirien est de 200 000 km², soit les 2/3 de la superficie terrestre. Il y a de cela 20 ans, toute cette étendue d'eau n'était pas autant surveillée. Exposée donc à la piraterie et à la contrebande, face à une marine déjà fragilisée et déséquipée, les efforts du gouvernement pour équiper la marine vont changer la donne. Désormais, ces eaux font l'objet d'une surveillance accrue des marins. Leur mission première commence depuis ce bureau, le bureau emploi opération. En 2015, une quarantaine de bateaux pirates et une vingtaine de pirogues de contrebande ont été arraisonnés. Début 2016, déjà 9 bateaux battant pavillon chinois, nigérians, ghanéens ont été pris dans les filets de la marine. Avec ces résultats, on peut le dire tout net, les patrouilles quotidiennes sont un bouclier pour la sécurité maritime. L'action de ces patrouilles-là permet de rassurer tous ces navires qui se rapprochent du port autonome d'Abidjan et qui se disent qu'avec la patrouille des navires, nous avons une réduction des risques. Loin d'une balade lagunaire, cette randonnée est un exercice accompli pour ces marins. Toutes les journées se terminent de la même manière pour eux, avec un sourire dominé par le sentiment d'une mission effectuée, fût-elle au péril de leur vie. Et c'est un dossier signé Sidonie Davila. 45e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Elle vise à amener l'enfant de troupe à faire la promotion de la culture africaine et du sport à Boussanogo. Comme toute activité militaire, l'ouverture de la 45e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe a débuté avec les honneurs militaires au général de division Sékou Touré, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations par 2 sections de l'EMPT de Bingerville, aux ordres du lieutenant Antoine Milledge. Puis après, la délégation s'est rendue vers la place d'armes, où le commandant école, le colonel Sorokodan, a rappelé que l'EMPT de Bingerville a réussi sans faute aux précédents examens scolaires, ce qui lui a valu le prix d'excellence de la meilleure école de Côte d'Ivoire, tout le thème, l'EMPT face au défi de la conservation de l'excellence. Le commandant école a rendu hommage au ministre Sidi Touré, ancien pensionnaire de l'école. Sidi Touré n'a pas caché sa joie de se retrouver au sein de l'établissement qu'il a vu grandir. Il a salué la tradition d'excellence de l'école. Vous m'avez permis de retrouver cette école qui nous a appris certaines valeurs, telles que la rigueur, la discipline, le don de soi, en somme, l'excellence. Gardez toujours en vous les valeurs enseignées dans cette école et demeurez les meilleurs dans tous les domaines. Vous n'avez pas le droit d'échouer et de décevoir les aînés que nous sommes. Le ministre des Sports, François Amicha, a traduit sa fierté de participer à cette 45e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe avant de qualifier la nomination de Sidi Touré comme la reconnaissance au plus haut sommet de l'État, de l'excellence de l'EMPT. La cérémonie s'est achevée par la visite des stands. La clôture de cette journée est prévue pour le samedi 27 février prochain.
Visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan à Abidjan le 28 février prochain. La Côte d'Ivoire est le premier partenaire économique d'Afrique subsaharienne francophone de la Turquie. Quel est le volume des échanges entre les deux pays? Quels sont les accords qui les lient et dans quel domaine? Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé Saoué. La Turquie entretient officiellement des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1998. C'est en 2010 qu'elle a ouvert une ambassade à Abidjan et la Côte d'Ivoire a fait de même à Ankara en 2013. Depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, la tendance est à l'intensification des relations, notamment sur le plan économique. La Côte d'Ivoire exporte pour la plupart des produits agricoles vers la Turquie et importe essentiellement des matériaux de construction et du textile. De 2013 à 2015, les échanges globaux entre les deux pays sont passés de 100 à 209 milliards de francs CFA. Forts de leur bonne santé économique, les deux pays ambitionnent de porter ce chiffre à 1 milliard de dollars, soit environ 600 milliards de francs CFA d'ici à 2020, ce qui devrait conforter le rang occupé par la Côte d'Ivoire, premier partenaire économique de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone. Les relations ivoiro-turques, ce sont également 11 accords de coopération dans divers domaines, dont 8 signés lors de la visite officielle effectuée par le président Alassane Ouattara en Turquie du 25 au 28 mars 2015. Si la plupart de ces accords attendent de franchir les étapes de leur mise en œuvre, celui portant sur le service aérien signé en mai 2012 est effectif. Il permet notamment la desserte de l'aéroport d'Abidjan par la compagnie Turkish Airlines, l'une des compagnies les plus performantes au monde. En moyenne 3 vols par semaine. Un autre accord portant sur l'abolition mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques de services et spéciaux est effectif depuis le 29 janvier dernier. Dans le cadre de l'aide au développement, la Turquie, par le biais de son contingent de la mission onusienne, contribue à la formation des agents de police ivoirienne. Ce à quoi s'ajoute l'assistance dans le domaine sanitaire avec, pour exemple, 80 millions de francs CFA de matériel médical pour l'Institut de cardiologie d'Abidjan et un don d'environ 55 millions de francs CFA pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Toutes ces actions tendent à faire du pays fondé par Mustapha Kemal Atatürk un partenaire de choix pour la Côte d'Ivoire dans son ambition d'être émergente en 2020. Et la visite du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, va donner un coup d'accélérateur aux relations entre les deux pays. Le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA a rencontré l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Des échanges sur le financement des projets pour le développement des collectivités et ce, au profit des populations, ont rythmé la rencontre. Mamadou Kouachi. Une délégation d'élus locaux, membres du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, chez le ministre burkinabé en charge de la décentralisation de la sécurité intérieure. Au centre des échanges, le soutien du Burkina Faso dans la mise en œuvre du nouveau mécanisme de financement des collectivités de notre espace communautaire. Le ministre Simon Compaoré et ses hôtes ont également abordé la question portant sur la sécurité transfrontalière. Que la coopération transfrontalière puisse effectivement s'approfondir au regard des enjeux sécuritaires que nous avons et des enjeux de développement tout court. En tout cas, pour ce qui est de la partie burkinabé, nous ne manquerons pas d'apporter un appui ferme pour que les transformations puissent se consolider au grand bonheur des citoyens des villes et des campagnes de nos différentes collectivités. Après le ministère de la décentralisation, El Hadj Malik Diop et sa délégation ont échangé avec l'ambassadeur de France à Ouagadougou. Ici, les élus locaux de l'espace UEMOA et l'ambassadeur ont abordé la question portant sur le livre blanc de la décentralisation. Le diplomate français a assuré les élus locaux de l'assistance de son pays pour le développement local. À la commission de l'UEMOA, les élus locaux ont exprimé le souhait de voir le nouveau statut du CCT adopté. Cheikh Hadjibou Soumaré a pris l'engagement d'accompagner les collectivités à lutter contre la pauvreté. Il nous faut travailler à donner plus de pouvoir au CCT, à donner plus de pouvoir aux élus, à travailler à plus de décentralisation, à travailler à ce que le pouvoir de décision se rapproche plus des populations. Nous avons en chantier un certain nombre d'activités
Et parmi ces chantiers, il y a la mobilisation des acteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de demander un soutien politique à ces personnalités pour nous permettre un peu de parachever l'ensemble des chantiers. De la prochaine Assemblée générale du Conseil de collectivité territoriale de l'espace UEMOA, CCT, il en a été question au cours de cette rencontre avec le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une réunion qui se tiendra à Abidjan du 15 au 17 mars prochain. Le manque d'infrastructures scolaires et le manque de moyens financiers, des raisons qui expliquent le faible taux de scolarisation à Tokpakro dans le département de Divo. La solution trouvée par une coopérative agricole, construire une école primaire. La première pierre a été posée. Chantal Akanda. Ici à Tokpakro, tout comme dans plusieurs villages du département de Guitry voisin, ce sont les écoles communautaires qui existent. Un peu plus de 3000 écoliers fréquentent ces établissements de fortune, construits avec des matériaux précaires. Ce sont ces conditions difficiles d'apprentissage des enfants qui ont inspiré la société coopérative agricole La Source de Guitry. Elle a décidé d'offrir une école primaire au village de Tokpakro. La coopérative a invité le sous-préfet de Divo, Léopoldine Kragbe, a procédé à la pose de la première pierre de la première école primaire du village. Selon les donateurs, cette action s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions sociales des membres de la coopérative et surtout de leur fidélisation à cette structure. Il s'agira dans un premier temps d'une école primaire de 3 classes. 3 autres classes viendront plus tard compléter l'édifice, a expliqué le vice-président de la coopérative, Sidibé Mamadou. Le sous-préfet de Divo, qui représentait le préfet de la région du Lodjibois, a souhaité que cette école sorte effectivement de terre pour la prochaine rentrée scolaire. Une rentrée scolaire que la délégation régionale du Conseil du café cacao du Lodjibois entend préparer à travers la distribution de kits scolaires dans les villages où les besoins sont réels. Ainsi, le délégué régional du Conseil du café cacao du Lodjibois, Daouda Ndiaye, a offert à Tokpakro un important lot de kits scolaires à la société coopérative agricole La Source de Guitry, afin de soutenir les enfants des producteurs pour la rentrée scolaire 2016-2017. Dans l'actualité internationale, les bureaux de vote sont ouverts ce vendredi en Iran. 55 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et pour renouveler l'Assemblée des experts composés de religieux chargés de désigner le guide suprême. L'enjeu pour les Iraniens, comme pour le pouvoir, c'est de soutenir ou bien de rejeter la politique d'ouverture menée par le président Hassan Rouhani dans un contexte marqué par la levée des sanctions internationales. Et puis dans le monde du sport, il était très attendu. Le congrès extraordinaire électif de la FIFA s'est ouvert ce vendredi matin à Zurich en Suisse. 2 interrogations majeures. Qui va succéder à Joseph Blatter et comment la FIFA va se relever de la plus grave crise de son histoire? Le congrès doit départager 5 candidats. Le nouveau président sera élu cet après-midi par 207 fédérations. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon vendredi à tous.